Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus et vous allez voir, il a tout fait. Infirmier, journaliste et enfin vidéaste, Julien Méniel nous fait aimer les sciences avec sa chaîne YouTube Dans ton corps. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour. Ravi de vous retrouver, quel va être l'objet de votre chronique justement? Eh bien on va parler de l'expérimentation de la surveillance vidéo algorithmique. On voit ça dans un instant avec vous et puis c'est notre grande question du jour. Aussi on va parler, vous allez le voir, des jeunes et des écrans avec l'annonce d'une pause numérique dans 200 collèges depuis la rentrée et peut-être même partout à partir de janvier 2025. Des inquiétudes sur l'usage des écrans par les enfants grandissent. Alors que faut-il retenir de ces nouvelles mesures et surtout quels sont les risques associés entre les jeunes et les écrans? On en parle avec notre invité, Dr Nicolas Pris. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Ça s'appelle la MILDECA. Vous êtes le bienvenu. On va en parler dans un instant, juste après le focus. Infirmier, journaliste et enfin vidéaste, Julien Méniel a plus d'une corde à son arc. Il se sert aujourd'hui de ses anciennes expériences professionnelles, justement dans le cadre de sa chaîne YouTube Dans ton corps. Une chaîne qui cumule près de 750 000 abonnés, qui s'intéressent tous au domaine de la santé. Alors à notre tour maintenant de s'intéresser à lui avec Jean Martineau aujourd'hui. La dépression. Alors vous allez me dire cette saison, mais en fait, pas vraiment parce que la dépression, c'est pas la même chose qu'une déprime saisonnière. Et comme la dépression, ça fait partie de ces trucs qu'on a l'impression de bien connaître, alors qu'en fait, pas vraiment, pas forcément, on va refaire un petit tour de la question. Allez, c'est parti. Et si votre corps n'était plus aussi mystérieux? Le comprendre un peu plus de l'intérieur et l'extérieur, ou tout simplement se pencher un peu plus sur le sujet de la santé, c'est le concept de la chaîne YouTube complètement décalée de Julien Méniel, qui n'hésite pas à donner de sa personne pour ses vidéos. C'est aujourd'hui que je me fais tatouer les fesses, voilà. Je sais pas trop à quoi m'attendre en termes de douleur. Par contre, je sais à quoi m'attendre en termes de réaction, parce que pas mal de gens ont déjà essayé de m'en dissuader. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tout le monde m'a imploré comme ça, c'est parce que je vais me faire tatouer Cyril Hanouna sur les fesses, pour le bien de la science. Allez, go. Infirmier, journaliste, auteur, comédien, Dans ton corps est le fruit des nombreuses casquettes de Julien. Comme il le dit, le but de sa chaîne YouTube est que le spectateur ait passé un bon moment, se soit marré, ait appris quelque chose et ait retenu un message utile pour sa santé ou celle des autres. Dormir. Ça fait du bien de dormir. Commence bien cette vidéo, on sent qu'on va apprendre des trucs tout de suite. Bon, en vrai, dormir, au-delà du fait que ça fait du bien parce que c'est agréable, ça fait aussi du bien à notre cerveau, à notre corps, donc ça fait du bien à notre santé. Donc, dormir, ça nous fait du bien, mais à l'inverse, si on dort pas, ou si on dort pas assez. Alors, qu'est-ce qui se passe si on dort pas assez? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, pas dormir assez? Est-ce que ça peut vraiment nous rendre malades si on dort pas suffisamment? Et même, est-ce que c'est vrai que si on nous empêche de dormir, on meurt carrément? Le natif de Saint-Germain-en-Laye semble avoir trouvé un cocktail qui fonctionne, puisque Dans ton corps, lancé en 2017, compte déjà 727 000 abonnés et plus de 85 327 000 vues cumulées. Alors, s'il était temps de vous pencher un peu plus sur votre corps. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, j'entends rien, portez-vous bien. Allez, complètement autre chose maintenant. Focus sur le dernier baromètre Harris Interactif de la MILDECA qui révèle entre autres des chiffres alarmants et parmi eux 9 Français sur 10 qui souhaitent encadrer l'usage des écrans chez les jeunes, qui reconnaissent aussi les dangers. Alors à l'heure où le gouvernement lance une pause numérique dans les collèges de France, quelles sont les attentes des Français justement et puis les dangers qu'ils pointent du doigt? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc, pour en parler justement à nos côtés aujourd'hui en plateau, le docteur Nicolas Pris. Je rappelle que vous êtes président de cette mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, MILDECA. Est-ce que vous pouvez d'abord, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette organisation, nous expliquer ce que cette institution, elle fait concrètement et quelles sont ses missions principales? La MILDECA, c'est une petite administration qui est placée auprès du Premier ministre. Et notre boulot, c'est de coordonner l'action gouvernementale sur l'ensemble de ces conduites addictives, qu'il s'agisse de la consommation de drogues licites, le tabac, l'alcool, de drogues illicites. Et maintenant, on sait qu'il y a des comportements sans produit, les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo. Et une zone à explorer probablement, c'est la question des écrans au sens le plus large du terme. Est-ce que c'est bien ou non une addiction? Alors sur les premiers exemples que je vous ai donnés, là on sait plein de choses sur la mortalité, les problèmes de sécurité que ça peut poser.
Sur les écrans, on est un peu en difficulté parce qu'autant on voit très bien que ça peut avoir des conséquences négatives, notamment sur le développement de l'enfant. Pour autant, une question pourrait être, est-ce que c'est vraiment une addiction ? Bon. Et c'est pour ça qu'il y a, depuis 4 ans, on essaie de regarder, avec l'aide d'Aris Interactive, les niveaux d'usage des Français et ce qu'ils nous en rapportent en termes de problématiques. Voilà. Donc on a fait ça depuis 4 ans. Et l'édition 2024 a mis un focus particulier sur le besoin de régulation exprimé par les Français. Tout à fait. Effectivement, ils sont 9 Français sur 10 à le demander, entre autres. Comment vous expliquez cette préoccupation croissante de la part des Français qui, de ce que je comprends, ça n'était pas tout à fait le cas les années précédentes, c'est ça ? Alors, c'est la première fois qu'on pose ces questions et c'est dans la suite du rapport qui a été remis au président de la République en avril 2024 par la commission dite écran et qui a essayé de faire un point très précis sur la question de l'usage des écrans par les enfants, au sein des familles, mais également hors les familles, et qui a documenté précisément les risques et qui a fait 29 recommandations. Donc on a voulu interroger spécifiquement les Français sur 4 ou 5 de ces recommandations. Pourquoi ça intéresse quand même les Français, cette histoire-là ? C'est parce qu'au travers d'autres questions du sondage, les Français reconnaissent qu'ils perdent pied dans ces usages-là. On a quand même un quart, un tiers, voire parfois, selon les questions, 50% des Français qui disent qu'ils savent que c'est trop, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Ah oui. Ils savent qu'au moment du repas, ils continuent. Ils savent qu'au moment du coucher, ils sont toujours avec le téléphone. Ouais. Et cette question-là, qu'on a adressée aux 15-75 ans, elle traduit bien quand même, elle donne déjà un élément de réponse sur est-ce que c'est une addiction ou pas. Là, on commence à s'en rapprocher. L'addiction, c'est du plaisir au besoin. J'allais vous demander la définition, justement. C'est une maladie cérébrale, chronique, récidivante, qui fait qu'on ne peut plus s'empêcher de répéter des comportements. Et on est vraiment là au cœur de certains mésusages et usages problématiques d'écran, je le pense. Donc quand la commission écran a déjà fait des tas de recommandations très intéressantes, notamment reprenant la recommandation qui est plutôt reconnue internationalement maintenant, pas d'écran avant 3 ans, et puis une prise en main très progressive des écrans par les plus jeunes. C'est l'idée de, avant 6 ans, on peut, mais doucement, avec un entourage, sur des contenus éducatifs. Encadrés, etc. Voilà. Et là, il y a eu des recommandations plus radicales, et c'est celle-là qu'on a testée dans le sondage. Par exemple, est-ce que dans les lieux de garde et d'accueil de la petite enfance, donc avant 3 ans, est-ce qu'il faut bannir totalement les écrans ? Et les Français nous disent, mais une immense majorité, oui. Ensuite, il y a la question de la tranche 3-6. Là, on est sur la maternelle. Est-ce que là aussi, il faut bannir les écrans de ces accueils collectifs en maternelle ? La réponse est encore très majoritairement oui. Et ce qui est fou, c'est que donc ils se rendent compte de la dangerosité de ce que je comprends de ces écrans, mais qu'ils ne l'appliquent pas forcément à eux-mêmes et que pour leurs enfants, c'est compliqué aussi de retirer ces écrans-là de leur vie. Bien sûr. C'est ça. Et moi, j'interprète leur réponse comme les Français nous demandent à être aidés, en fait. Ah ouais, c'est un appel à l'aide. Là, il y a un moment où ils disent on est débordés. D'ailleurs, on le voit bien, les parents eux-mêmes ne sont pas très exemplaires au domicile. Très souvent, vous avez votre premier téléphone, le deuxième, vous sortez la tablette. La commission écran a montré qu'il y avait 10 écrans en moyenne par famille en France. 10 écrans. C'est énorme. Donc c'est bien un usage qui est constant. Et cet usage constant, donc, me semble-t-il, les Français n'arrivant plus à le réguler par eux-mêmes, ayant pris un certain nombre d'habitudes, et au bout d'un moment, quand on est dans conduite addictive, on ne peut plus en sortir, ils nous demandent aujourd'hui de la régulation. Donc c'était les 0-3 ans, les lieux d'accueil, c'est la maternelle, c'est aussi l'achat des téléphones. Ils ont besoin aujourd'hui peut-être d'avoir quelques repères sur les âges clés, en particulier 11 et 13 ans, sur l'achat des téléphones, avec ou sans Internet. Alors, ce ne sera pas une interdiction, parce que je crois qu'on ne peut pas imaginer une interdiction d'acheter un téléphone à son gamin collégien, mais c'est au moins avoir peut-être sur les téléphones, sur les boîtes de téléphone, un message d'alerte en disant « ne convient pas ». En dessous de tel âge. C'est peut-être déclarer l'âge au moment de l'achat. Là, il y a des questions très pratiques qui vont se poser dans les mois à venir par les pouvoirs publics, mais il va falloir dialoguer bien sûr avec les industriels. Mais c'est intéressant. Sur ce sujet-là, ils sont assez précis.
Et le dernier âge qui a été testé, ou la dernière proposition qu'on a testée, c'est le lycée. Est-ce qu'il faut réguler l'usage des téléphones au lycée et notamment aller vers une forme d'interdiction? Et évidemment, là aussi, c'est majoritairement oui. Avec un petit distinguo qu'on voit effectivement, c'est que quand on interroge les jeunes eux-mêmes, le sondage commence à 15 ans, là ils sont un peu moins OK, mais tout de même. Et voilà, mais on voit bien, hein, il y a ce sentiment très clairement d'un appel un peu à l'aide. Moi, je le jure. Et on a posé une question en dehors de celles qui concernent spécifiquement les enfants, pour les gens qui travaillent. Souhaitez-vous qu'il y ait au sein de votre entreprise, de votre organisation, des espaces ou des moments sans écran? Et là, la réponse est de manière très écrasante également, oui, on souhaite ça. Alors, en ce sens, la pause numérique expérimentée dans 200 collèges là, à partir de la rentrée 2024, c'est une mesure complètement inédite. Qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis de ces résultats, justement, que vous avez eus avec votre baromètre? Est-ce que c'est une bonne initiative? Est-ce que ça pourrait permettre, justement, d'aider les familles, les parents à réguler l'usage des écrans? Et est-ce qu'on peut évaluer, d'une manière ou d'une autre, l'efficacité d'une telle mesure? Alors, elle est trop récente, bien sûr, pour l'évaluer, mais elle s'adresse aux collèges, à 200 collèges, 50 000 élèves, et elle ne fait qu'amplifier ou essayer de mettre en œuvre, en fait, une interdiction qui est déjà posée. Dans les collèges, normalement, on n'utilise pas son téléphone, ainsi qu'à l'école. Donc, évidemment, ça va dans le bon sens. Il appartiendra à la nouvelle ministre en charge de l'éducation de voir quelles sont les remontées, retours, évaluations s'il y en a, pour savoir si effectivement, comme ça avait été souhaité à l'époque de Nicole Belloubet, est-ce qu'on va vers l'extension de ce type de dispositif qui permet encore une fois de mettre l'accent et de trouver les conditions opérationnelles de mise en œuvre de quelque chose qui est dans la loi. Mais ce qu'on voit dans notre sondage, c'est qu'au-delà de l'école, au-delà du collège, il y a peut-être aussi quelque chose à inventer dans les lycées. Eh ben vous allez nous en parler dans un instant. Il y a plein de choses, de toute façon, qu'il faut qu'on continue à évoquer. Docteur Nicolas Pris, ce que je vous propose, c'est d'en parler juste après. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Spend some time away, getting ready for the day you're born again.はい、こちら黄色のですね、レバーを手前に引いていただきます。で、黒のレバー持っていただきまして、引き出していただきます。で、座席ですね、折りたたみになってますので、これ上げていただく。で、これテーブルがですね、ちょっと当たっちゃいますので、一回上げていただきまして、はい、戻していただくことで、これでフラットに、することができます。反対側も同じようにすることですね、足を伸ばしていただいたりとか、そういった風にですね、ご利用いただけることができます。Excuse me, what the fuck?
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, docteur Nicolas Pris. Docteur, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Lisa, cet été, durant les Jeux Olympiques et Paralympiques, 485 caméras pilotées par un logiciel d'intelligence artificielle ont permis à la préfecture de police de Paris et à la RATP de surveiller certains sites à risque. C'était un dispositif expérimental que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, souhaite désormais pérenniser et en raison du bilan positif, justement, et ça c'est ce qu'il dit, qu'il tire en tout cas de son utilisation durant les Jeux. D'abord, de quoi parle-t-on, Lisa, lorsqu'on évoque justement ces centaines de caméras ? Eh bien, le dispositif auquel vous faites allusion, Philippine, c'est Cityvision, un logiciel d'intelligence artificielle conçu pour analyser des images enregistrées par les caméras de surveillance urbaine. Il est capable de détecter des objets abandonnés, des chutes, des mouvements de foule, des départs de feu et plus globalement tout autre comportement catégorisé comme étant anormal. Et comme vous le disiez en introduction, eh bien, il a été déployé sur une dizaine de sites à Paris et en Île-de-France durant les Jeux Olympiques et ce à titre expérimental pour une période courant jusqu'au 31 mai 2025. Lisa, c'est un dispositif très particulier qui a d'ailleurs été sujet à de vifs débats. Notamment concernant les libertés individuelles, tellement particulier et sensible d'ailleurs que la France est le premier pays européen à avoir introduit cette technique de surveillance grâce à la loi JO 2023. Et ce que ce texte stipule, c'est que pour pouvoir poursuivre l'expérimentation au-delà des JO et donc jusqu'au mois de mai 2025, le gouvernement a l'obligation de rendre un rapport sur le dispositif à l'Assemblée avant la fin de l'année. Et justement, Lisa, il y a quelques jours, Laurent Nunez s'est exprimé à ce sujet lors d'une audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Oui, et ça a été l'occasion pour lui de mettre en avant le bilan positif de ces quelques jours d'expérimentation. Selon ses mots, ce dispositif aurait permis de détecter un certain nombre d'alertes sans toutefois donner lieu à des interpellations. Et à l'issue de cette présentation, il a finalement exprimé un avis favorable quant à la prolongation de l'utilisation de Cityvision. Il souhaiterait, entre autres, l'étendre à toutes les manifestations sportives et culturelles, là où finalement, en fait, les moyens humains déployés ne sont pas aussi importants que ceux mobilisés durant les Jeux Olympiques et où, selon son analyse, il serait utile pour renforcer les effectifs déjà sur le terrain. Cette prise de parole, elle a ravivé aussi des craintes des détracteurs de cette technologie. Qu'est-ce qu'ils lui reprochent ? Alors, ce qui inquiète les associations de défense des libertés numériques, c'est surtout la notion de surveillance généralisée, un peu à l'image du Big Brother de George Orwell dans 1984, avec à la clé des craintes autour des potentielles dérives sécuritaires qu'elle pourrait engendrer. Et puis, par ailleurs, il y a aussi le spectre de la reconnaissance faciale qui plane sur cette affaire, même si pour cette expérimentation, cet été, ça n'était pas le cas. Il n'y avait pas de reconnaissance faciale. D'accord. Et du coup, à noter le 12 septembre dernier, la défenseur des droits, Claire Hédon, a reçu une saisine parlementaire sur la violation des droits et libertés fondamentaux à l'occasion justement des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et elle vise entre autres le droit au respect de la vie privée, notamment dans les transports, puisque dans le cadre de Cityvision, il y aurait eu potentiellement la mise en danger des données personnelles de 12 millions de personnes. Oui, ce qui pose effectivement problème. Bon, on va continuer à suivre ça au cours des prochains mois avec vous, Lisa. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. Et puis, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et on est de retour, bien sûr, et on l'était déjà en plateau avec le docteur Nicolas Pris. Bon, on a fait un état des lieux de votre étude, de votre enquête. On observe, vous l'avez dit aussi, que près de 70% des Français renonceraient à l'achat d'un téléphone pour leurs enfants avant l'âge de 13 ans. Si ça existe, d'ailleurs, si ces chiffres existent à l'étranger, notamment dans les pays européens, comment la France se compare vis-à-vis de cette prise de conscience, vous l'avez dit, et notamment de l'achat de ces téléphones pour les jeunes ? Alors, c'est une problématique que l'ensemble des gouvernements partagent aujourd'hui. On essaie d'ailleurs de travailler ensemble à l'échelle de l'Union européenne sur des mécanismes de régulation communs. Enfin, faut aussi s'affronter aux industriels. Bien sûr. On ne fait pas tout seul. Ouais. Parce qu'au-delà des recommandations qu'on peut faire aux parents, à l'éducation nationale, à d'autres, derrière, on a des industriels qui poussent un peu fort le bouchon de temps en temps et on se retrouve avec des jeux vidéo qui sont créés avec l'aide de neuroscientifiques pour justement donner envie de jouer toujours plus. Ouais. On a sur ces mêmes jeux vidéo désormais de plus en plus de microtransactions financières qui sont cachées
Donc les enfants sont incités à dépenser un petit peu. On en a parlé récemment avec Lisa ici en plateau. Ça, on ne peut pas le faire seul. C'est forcément à l'échelle de l'Union européenne et tout le monde est assez conscient du sujet. C'est vrai pour la régulation des réseaux sociaux aussi. Un travail très intéressant de l'association Addiction France récemment a montré comment, par de la publicité interstitielle, par les stories, etc., l'alcool était hyper présent dans l'univers des mineurs qui sont sur les réseaux sociaux. Oui. Donc voilà, ça c'est des choses, on peut faire à notre niveau un certain nombre d'actions pour informer, prévenir, réguler dans certains espaces, mais vous êtes mieux placé que moi pour savoir que le sujet est bien plus global. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ce qu'on peut faire chacun à notre niveau et puis de voir aussi qu'il faut une volonté politique sans doute et puis de ces grandes entreprises. Les résultats aussi, et ça m'a étonné, je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a un peu marqué, de votre enquête montre un contraste net entre les opinions des adultes et celles des jeunes, forcément, puisque les jeunes en sont les premiers utilisateurs. Ces deux générations, soyons très clairs, qui n'ont jamais eu les mêmes outils, ni pour les mêmes besoins, les mêmes usages, qui, selon vous, ne peuvent pas aujourd'hui tout à fait se comprendre sur le sujet du numérique et des écrans ? Si, je pense qu'ils peuvent. Les choses peuvent totalement évoluer. D'abord parce que même les plus anciens sont obligés petit à petit de faire un pas vers l'univers dans lequel baignent leurs enfants ou petits-enfants. Et puis, petit à petit, je pense que le sondage le montre très bien, on n'a pas tant de différence que cela dans les demandes de régulation un petit peu fortes entre les générations. C'est bien que même les jeunes se sentent eux-mêmes un peu débordés par l'outil, selon les circonstances. Donc on est moi je suis plutôt confiant sur le fait qu'on trouve une forme de consensus au sein de la société. Je pense qu'aujourd'hui le problème il est plutôt vis-à-vis des producteurs de contenu, de ceux qui gèrent les plateformes, etc. Là, c'est plus compliqué. Ce qui est intéressant aussi dans votre baromètre, c'est vous indiquez une consommation accrue de confiserie, de tabac et même d'alcool pendant les activités numériques des jeunes. C'est ce qu'on appelle, je crois, un comportement de compensation, c'est ça ? Bravo. Je le sors de nulle part, je l'ai lu dans votre... Mais c'est étonnant parce qu'on en parle très peu de ces comportements-là. C'est-à-dire qu'on chasse une addiction par une autre. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Peut-être que ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que même si sur des réseaux sociaux, on a une forme de sociabilité, on rencontre des personnes, c'est quand même une activité très personnelle, très isolée. Et quand on est seul, on a tendance à grignoter quand on est seul et qu'on est à la vue de personne en réalité. Donc on mange et on sait que l'usage des écrans, outre son action, l'usage excessif problématique des écrans, outre son action sur, on en a beaucoup parlé, le développement, l'équilibre personnel, tout ce qui va être aussi création de facteurs de risque supplémentaires, d'anxiété, voire de dépression, a un impact sur le risque d'obésité, de surpoids, le fait qu'on fait moins d'exercice physique quand on le fait sur son téléphone ou sur n'importe quel autre support. Et ça, c'est important. On a même des gens, pour ceux qui fument et qui boivent, un comportement qui va... On prend une clope, on boit un petit peu plus. Donc ça, c'est effectivement des facteurs supplémentaires qu'il faut prendre en compte dans l'usage excessif des écrans, dans l'usage problématique, comme ayant un impact sur d'autres problématiques de santé publique qui sont massives et majeures. Donc ça demande forcément une action publique forte. Vous avez commencé à nous en parler, mais quelles mesures concrètes, si demain, je ne sais pas, le président de la République, le nouveau Premier ministre vous appelait là, en disant, ok, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour encadrer les usages numériques des enfants, des adolescents et même des adultes ? Est-ce qu'il y aurait une mesure, ou plusieurs, qui, selon vous, serait urgente et qu'il faudrait qu'ils prennent ? Dans mon domaine, les conduites addictives, les addictions, il n'y a jamais une mesure miracle. Donc là, on est sur un ensemble de mesures qui, comme je vous le dis et comme le dit très bien le rapport sur les écrans, doit concerner d'abord le monde industriel. Il faut quand même que ces acteurs-là soient responsabilisés. On est devant des difficultés aujourd'hui d'hyperproduction d'un certain nombre à la fois de contenus et de modalités d'échange avec l'usager qui sont addictogènes. Et là, il faut prendre quelques mesures plutôt à l'échelle européenne, je pense, très clairement là-dessus. Il y a tout un corpus de mesures, je vous l'ai cité, de nature éducative. Je pense que les familles doivent aussi se responsabiliser tant qu'elles le peuvent, mais il le faut. Vous savez, c'est comme l'alcool. L'alcool, le premier verre, on le boit avec sa famille. Et ça, c'est... En France, c'est comme ça que ça se passe. Et cette première transgression, alors que tout se recommande de ne pas boire
avant 18, voire 25 ans, elle a des répercussions ensuite sur les risques de binge drinking, etc. Donc, ça ne sert à rien de faire boire un gamin de 13 ans à l'occasion d'une fête de famille ou pour l'éduquer au goût. C'est un peu pareil sur les écrans. Alors, nous, on a pris une mesure très simple, on a travaillé et on a, avec plusieurs organismes et avec l'association Tralalaire, et on a produit ce qu'on appelle Faminum, qui est une sorte de moyen de médiation au sein de la famille pour dire quand est-ce que toi tu utilises, comment on l'utilise. Bon voilà, c'est un peu de temps, certes, mais c'est l'idée de s'éduquer collectivement au sein de la famille. Pouvoir en parler aussi peut-être. Voilà, pour en parler, avoir les bons réflexes, faire quelque chose de simple et plutôt de positif. En réalité, on peut le regarder sous un angle un peu positif. Et puis après, il y a des mesures plus dures, qui sont celles qui ont été interrogées dans notre baromètre, c'est interdire dans certains lieux, dans certaines circonstances, et essayer de faire respecter cette interdiction. Le problème souvent avec les interdictions en France, c'est dans le domaine des addictions, je peux vous dire qu'il y en a des tonnes. Ça tombe assez vite. Ah oui. Non, mais je pense en particulier, parce que ça a trait aux enfants et c'est fondamental, la question de l'interdiction de la vente aux mineurs, de l'alcool, du tabac, des jeux de hasard et d'argent. Ouais. Vous comme moi, enfin non, plutôt vous que moi, pardon. Si on va au Canada ou aux États-Unis et qu'on demande une bière, presque systématiquement, on va nous demander la pièce d'identité. Oui, tout à fait. Ici, c'est impossible d'en arriver à ce niveau de contrôle. Pourquoi ? Parce qu'on est le pays que l'on est, avec une aversion totale à ce genre de check. Et c'est la force des lobbies ? C'est la force des lobbies, c'est parce que ça ennuie les commerçants de proximité, parce que ça les empêche un peu de vendre aussi. C'est compliqué. Reste qu'aujourd'hui, vous avez 10% des buralistes qui vendent des clopes à des mineurs de 11 ans, et c'est pas des clopes qu'on achète pour, comme on dit, et on fait des tests en permanence des clients mystères. Bon, ça c'est vrai. Et c'est pareil, quand on a 15 ans, qu'on veut se procurer une bouteille de vodka pour la siffler à trois potes, d'abord c'est plus très cher, ce qui est un vrai sujet aussi, c'est est-ce qu'on peut pas de temps en temps un peu activer des leviers prix, et puis d'autre part, si ça marche pas à la première épicerie, ça va marcher à la deuxième. Ouais. Donc on a ces sujets-là, voilà, systémiques. Et les jeux de hasard et d'argent, dont une partie d'ailleurs sont faits sur les réseaux sociaux, posent les mêmes questions dans les points de vente physiques. Aujourd'hui, on a une insuffisance de contrôle. Donc, vous voyez, la palette est extrêmement large. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, effectivement. Je crois que Lisa, vous aviez une... Oui, je rétropédale un petit peu, mais comment vous expliquez qu'on se soit mis tardivement sur le sujet, justement, de l'addiction aux écrans, de vraiment le définir, parce que finalement, c'est un sujet depuis quand même plusieurs années. Comment ça se fait qu'on s'en saisisse aussi tard? Enfin, je sais qu'il y a déjà eu tout un tas d'études depuis plusieurs années, mais de là à le définir comme... de tenter de le définir comme une addiction. Oui, votre question est intéressante. Je crois qu'il faut un peu raison garder quand même quand on aborde ce sujet en lien avec le concept d'addiction. D'abord parce qu'on n'en est pas encore totalement sûr. Et d'autre part, on a un peu de mal à avoir quand même des chiffres sur l'impact en termes de santé publique et de sécurité publique qui soit de l'ampleur de ce qu'on sait très bien pour le tabac, l'alcool et d'autres addictions. Et les stupéfiants, pour faire un peu simple. Le tabac, c'est le tueur en série historique, ça coûte 156 milliards, je dis bien milliards d'euros à la nation par an. C'est responsable, c'est la première cause de cancer. Heureusement, avec l'usage excessif des écrans, on n'en est sans doute pas là. Donc, il y a un manque de connaissances, sans doute, et il faut rattraper le manque de connaissances. Deuxièmement, il faut regarder un petit peu relativement au risque ce que ça représente, mais c'est un risque fort, moi je pense, d'un point de vue éducatif, du point de vue de la réussite. Donc allons-y, nous on finance beaucoup d'études dans le domaine, il y a une expertise collective, comme on appelle ça, de l'INSERM qui sera publiée dans un an à peu près et qu'on a initiée avec Santé publique France. On a toujours besoin de plus de connaissances. Vous savez, la question addictologique, c'est une question qui est dominée par des représentations, des idées fausses. Chacun a son opinion sur le sujet. Est-ce que le cannabis c'est bon, c'est pas bon? Alors ça, dans les dîners en ville, c'est génial. Et puis, vous avez une question de lobby, d'intérêt financier majeur. Le secteur du tabac, le secteur de l'alcool en France, c'est considérable. Le jeu vidéo, on n'est pas trop mauvais. Il y a des sociétés qui peinent un peu plus en ce moment, mais quand même, c'est un secteur important. Donc, tout ça fait qu'il faut de la science pour éclairer. Et ça prend un peu de temps.
Merci beaucoup en tout cas pour vos questions. Sommes-nous tous accros aux écrans? On ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas il y a une vraie prise de conscience et vous y participez. Merci infiniment, docteur Nicolas Pris. Je rappelle que vous êtes le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Ça s'appelle la MILDECA. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui et de nous avoir partagé tout ça. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Lisa de Bernard, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis, vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès demain et dès 12h30 toujours sur School TV. Bonne journée.